Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à nouveau sur le stand de l'OPP-BTP à ce Batimat 2024. On se retrouve cet après-midi pour notre deuxième table ronde de la journée. Et cet après-midi, on va parler de quoi? Eh bien, on va parler de stabilisation provisoire des ouvrages et on va tout vous expliquer pour savoir comment éviter la ruine, l'accident ou simplement les désordres structurels. Donc j'accueille une belle brochette cet après-midi sur ce plateau, donc je vais essayer de ne pas me tromper, je vais vous les présenter dans l'ordre. Donc on accueille tout d'abord Adrien Rappel qui est responsable QSE Bretagne du groupe Angevin, bonjour. Merci, bonjour. Nous accueillons également Stéphane Clerc, dirigeant de l'entreprise Elite Construction, bonjour, qu'on connaît bien à l'OPP-BTP. Monsieur Chansibaud Thierry, vous êtes directeur marketing et formation du groupe Perry, un fabricant qui est bien connu également dans le secteur. Oui, Frédéric Roussel de l'entreprise Infomat, fondateur et dirigeant de cette entreprise qui fait de l'ingénierie, du conseil et de la formation dans le Exactement. BTP. C'est J'ai ça. bien retenu. Et enfin, Manuel Martin, notre expert OPP-BTP. Donc voilà, donc on va parler de stabilisation provisoire, de stabilisation lors des phases provisoires, pardon, et donc des risques qui sont associés. C'est un sujet qui est donc très pris au sérieux, on en parle beaucoup en ce moment, nous, à l'OPP-BTP, on en a parlé dans le magazine Prévention BTP il n'y a pas très longtemps. Et donc je vais d'abord laisser la parole à Manuel qui va nous expliquer exactement de quoi on parle. Merci Isabelle. Alors, petite précision, on va éviter de parler de stabilisation des ouvrages provisoires, mais bien de la stabilisation provisoire des ouvrages. Voilà, on peut se tromper et c'est Et je me suis trompée. Mais c'est pas... Tu n'es pas la première, tu ne seras pas la dernière. Quand on parle de stabilisation provisoire, on parle de la somme des efforts, des enjeux qui sont en cause lorsque le bâtiment n'est pas encore entièrement terminé, entièrement construit, ou le béton n'est pas encore durci. Et c'est toutes ces phases où malheureusement les bureaux d'études ou les bureaux de contrôle n'ont pas pris le temps nécessaire avec les entreprises pour identifier les mesures correctrices et pour éviter que le bâtiment ou tout ou partie du bâtiment tombe. Et donc ça a généré quelques accidents qui ont défrayé notamment la chronique. Et c'est pour ça qu'à la direction technique, on s'en inquiète avec les différentes phases que l'on va voir juste après et avec quelques éléments de réponse que l'on va trouver dans nos échanges. Et alors, quelles sont les causes finalement de ces effondrements ? Alors, c'est assez difficile de généraliser, mais on peut quand même identifier un manque d'attention ou une baisse de vigilance une fois que l'ouvrage est presque terminé. Je prends notamment exemple assez facilement d'un escalier préfabriqué quand on vient le poser. Une fois que la grue l'a déposé, ce n'est pas tout à fait fini. L'escalier est dans un équilibre précaire et il va falloir l'attacher à la structure existante. Et c'est pendant ces phases-là où il peut arriver qu'un salarié fasse un geste, ou interprète un ordre et mette en jeu l'escalier lui-même, et on peut arriver jusqu'à la ruine de l'escalier et forcément entraîner un accident grave pour le compagnon. Donc c'est toutes ces phases-là. Donc avec nos différents intervenants, on va essayer de trouver des pistes qui sont relativement faciles, des points d'arrêt que le process va demander pour garantir de pouvoir passer à l'étape d'après, comme enlever les élingues de la grue, stabiliser sur des étais qui ne peuvent plus bouger, etc., etc. Merci beaucoup. Alors je rappelle, parce que j'ai oublié de le dire, qu'on est en live sur LinkedIn et j'ai un petit problème de micro, excusez-moi, et que donc les personnes qui nous suivent peuvent poser des questions. Voilà, elles le peuvent. Elles me seront envoyées sur mon téléphone si jamais il y en a. Donc voilà, sachez-le, c'est qu'on peut avoir des questions du public qui nous regardent. Merci beaucoup Manuel pour ces premières explications. Alors, on a entendu de quoi exactement on parlait. Moi, je vais vous passer la parole, Monsieur Clerc. Vous êtes chef d'entreprise, on l'a dit, d'une entreprise de construction. Comment vous appréhendez ces problématiques d'effondrement Alors, ces problématiques, chez nous, on a un peu de Grenoble, donc on est souvent confronté à ces problèmes d'étaiement en phase provisoire des ouvrages. Mais on a, je dirais, chez nous, pris une voie en disant qu'on allait dessiner complètement nos bâtiments avant de les construire. Donc on est passé à la modélisation 3D justement pour pallier à des problématiques d'étaiement. On travaille beaucoup nous avec des éléments préfabriqués lourds puisque nous en interne on préfabrique tout. Donc on a une grosse phase d'études en amont
pour déterminer le choix du matériel, la position des ouvrages, le poids des ouvrages. Et il y a toute une réflexion en amont qui nous permet de mettre le matériel adapté au bon endroit, au bon moment. Et la plus grosse problématique chez nous qu'on rencontre bien souvent, c'est des problèmes de hauteur. Donc tout de suite, il faut qu'on décèle sur les plans avec la modélisation les hauteurs. Plus la hauteur est grande, plus ça nous pose de problématiques. Donc plus en amont on détecte des besoins, plus on peut louer du matériel en face qui soit adapté à nos ouvrages que l'on met en œuvre. Alors ça tombe bien, puisque vous parlez de matériel, donc vous me donnez une transition toute trouvée pour parler avec vous, donc Monsieur Chancibaud, donc en tant que vous êtes fabricant et loueur aussi de matériel chez Perry, on l'a dit. Donc vous, qu'est-ce que vous proposez comme accompagnement aux entreprises justement sur ces problématiques-là? Du coup, on a un bureau d'études et on accompagne les clients à travers déjà des études préalables, des plans, aussi de la formation à nos produits. Et on discute avec eux sur les problématiques, notamment celle qu'on vient d'aborder de la hauteur, pour trouver la solution la plus adéquate. On modifie la proposition en fait en fonction du cas de figure, parce qu'en fait il y a beaucoup de cas de figure différents. Et on a très vite fait de sortir du classique pour aller vers des choses où il y a des risques. Du coup, notre travail, c'est de les identifier, d'accompagner les gens pour gérer au mieux ces risques. D'accord, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme... voilà, si on rentre un petit peu plus dans le détail, est-ce qu'il y a des points d'attention spécifiques sur ce sujet-là qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut bien vérifier? Oui. Il y a souvent, on oublie de prendre en compte en fait tous les efforts horizontaux. D'accord. Et du coup, il présente de graves problématiques, notamment quand on est dans des cellules ouvertes, par exemple, ou en grande hauteur. Donc du coup, il y a une importance primordiale sur le contreventement qui est souvent négligé par habitude sur le chantier, puisque on n'a pas forcément ce problème de façon récurrente. Mais voilà, et puis sinon il y a aussi les dalles inclinées qui peuvent aussi poser problème. Et à chaque fois, c'est des problèmes en fait liés au contreventement ou à la notion de porte-à-faux qui amène des dangers. Donc, ces points d'attention, Monsieur Clerc, vous chez vous, comment vous les gérez? Comment vous faites pour vous assurer justement que tout ça est bien géré? Je rebondis là-dessus parce que les efforts horizontaux sont des problématiques. En fin de compte, il faut pousser la chaîne un peu plus loin pour qu'on ait des efforts horizontaux, parce qu'on a des éléments très lourds et en fin de compte, il faut prendre aussi en compte le ferraillage des ouvrages. Parce que le ferraillage des ouvrages dans les pièces, dans les murs ou dans les poutres, ou quand on pose la dalle alvéolaire, on a des contraintes d'effort parce que les aciers ne passent pas. Et on essaye, nous, de dimensionner des armatures pour qu'on n'ait pas de problématique d'efforts horizontaux quand on met en place avec une baramine pour pousser sur des ouvrages, c'est très important. Et il y a aussi le problème de l'inclinaison où quand on pose un escalier, nous on travaille beaucoup avec des palans. C'est-à-dire qu'on essaye d'équilibrer la pièce pour qu'elle soit le plus horizontale possible afin de la poser en une seule fois. Voilà. Parce que aussi les crochets de levage, la manutention, on amène des efforts différents, et ce qui peut amener des ruines d'éléments préfabriqués. C'est un sujet sur lequel vous avez beaucoup travaillé et visiblement c'est quelque chose. Alors on va voir avec vous, Monsieur Rappel. Donc dans votre groupe, vous êtes, je me rappelle, vous êtes QSE. C'est ça. Voilà. Quel peut être justement l'apport d'un service de prévention sur ces sujets-là dans un groupe comme le vôtre ou n'importe quelle entreprise qui fait du gros œuvre? Alors en fait, nous, le but aujourd'hui du service QSE sur le sujet de la stabilisation des ouvrages, c'est vraiment d'être en amont de l'opération, donc dès l'appel d'offres, ce qui va nous permettre en fait avec nos commerciaux, avec notre bureau d'études, d'analyser les éléments qui pourraient être complexes sur la stabilisation des ouvrages, identifier ces éléments-là pour donner des clés déjà au niveau du chiffrage, donc chiffrer les bons éléments, ne pas faire d'impasse sur le futur projet d'éléments qui pourraient ne pas être chiffrés et donc avoir un impact après et une question de est-ce qu'on achète pas, est-ce qu'on met en place, est-ce qu'on ne met pas en place. Et vraiment en fait d'être en amont pour réfléchir le plus possible avec les équipes avant la mise en place des éléments. Laisser le moins de part de place à l'improvisation et au doute.
Nous, au niveau du service QSE, on est aussi là pour accompagner les chantiers. Donc une fois qu'on a gagné l'affaire, accompagner les chantiers sur la rédaction des modes opératoires, rédaction des PPSPS, donc qui vont être vraiment les documents d'accompagnement des équipes au moment de monter et que ça soit le plus clair possible sur le jour J du montage. Le but aussi du service QSE, c'est d'accompagner les équipes dans le développement des connaissances, le développement du matériel. Donc on est là aussi pour rechercher du nouveau matériel. On est là aujourd'hui sur un salon comme Batimat pour voir toutes les nouveautés qu'on peut avoir effectivement. Et des choses hyper intéressantes ont été... Enfin moi j'ai découvert encore des innovations 2024 qui vont nous permettre de revenir et de tester dans l'entreprise de nouvelles choses, donc de faciliter le travail des équipes. On fait aussi pas mal de sensibilisation, donc de quart d'heure sécurité, de formation sur ces sujets-là. Et nous, il y a quelque chose qu'on recommande aux équipes et que moi je recommande de déployer sur chantier, c'est le quart d'heure sécurité par le fabricant. D'accord. Parce que lui connaît son matériel, nous présente le matériel et donc on confronte les collaborateurs avec le fabricant. Donc sur ce qui marche, sur ce qui marche pas. C'est quelque chose que vous faites, Monsieur Chansibaud, du coup, d'animer des quarts d'heure sécurité chez vos clients en tant que... Oui. C'est intéressant, d'accord. Donc ça, et après effectivement il y a le point contrôle, contrôle qui est demandé par notre entreprise, qui est demandé par la direction. Et effectivement la stabilisation des ouvrages, c'est un point de contrôle sur lequel on est intransigeant avec nos équipes parce que le danger peut être grave. Donc que ce soit avec nos sous-traitants, sur lequel on leur demande de l'autocontrôle, et sur nos chefs de chantier, conducteurs de travaux, sur lequel on demande un point de vigilance. Et surtout, vraiment un des mots d'ordre qu'on demande à nos équipes, c'est pas d'improvisation. Il y a un doute, on s'arrête. S'il faut changer un plan, on le change. On en parle, mais surtout ne pas improviser le jour J sur le chantier, malheureusement, et je pense que les entreprises autour de la table l'ont déjà vu. C'est souvent l'improvisation qui amène à l'accident, et en tout cas au presque accident qu'on pourrait avoir. Et formation, vous faites aussi, donc on a parlé de sensibilisation, formation. On a un formateur. On a une entreprise qui fait de la formation, donc c'est intéressant. Justement, quelle est l'importance de la formation, j'imagine, sur des matériels, sur ces sujets-là? Moi, j'aurais tendance à dire que performance et formation ont un lien très étroit. Il faut encourager la montée en compétences des salariés en entreprise. C'est un point essentiel. Les avantages de la montée en compétences sont multiples. Il y a la partie technologique, de l'évolution des matériels pour être tenu au courant. Il y a les mises en œuvre sur chantier. Ça, c'est important. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il existe une formation globale sur la stabilisation des ouvrages provisoires. J'allais vous demander, est-ce qu'il y a une formation qui existe? Donc on va être plutôt sur quel type de formation du coup Le domaine est vaste, donc ça serait plutôt pour notre part une formation à la carte. C'est-à-dire qu'on irait en entreprise, on ferait une analyse des modes opératoires, on analyserait les écarts s'il y en a, on regarderait la situation et on créerait une formation un peu à la carte, à la demande. J'ai bâti un peu ce qui pourrait être les éléments fondamentaux. Donc il y a une introduction à la stabilisation provisoire et l'importance de stabiliser les ouvrages dans la phase travaux. Il y aurait les techniques de stabilisation provisoire, les notes de calcul dont Perry a parlé et Monsieur a parlé qui sont très importantes. Il y aura l'intégration de ces notes de calcul avec le matériel des fabricants. Il y a l'analyse et les notices des fabricants, le choix du matériel et une application sur le chantier. Et à la fin, ce que tout le monde a tendance à oublier, c'est une méthode de contrôle et de suivi du chantier. Il faut absolument suivre tout au long du chantier la mise en œuvre de ces matériels, les points de contrôle. Voilà, c'est ce qui me paraît important en formation. Donc encore une fois, comme on le disait, pas d'improvisation. Voilà, formation, information, sensibilisation, modes opératoires, tout y est. Bon, alors imaginons que tout ça c'est bien fait. Malheureusement, l'accident arrive, et ça arrive, on le déplore évidemment, mais voilà. Comment vous faites par exemple vous dans votre groupe pour traiter ce type d'accident? Alors nous sur ce type d'accident, il y a forcément une enquête qui est faite, donc en interne. Le but, il n'est pas de trouver un coupable, mais de trouver des causes profondes de l'accident. Et le but de tout ça, le but de cette enquête, c'est vraiment d'améliorer le système. Améliorer le système, c'est mettre à jour nos modes opératoires, mettre à jour nos guides et toute la donnée qu'on pourrait amener à nos collaborateurs pour ne pas que l'événement se reproduise. Donc effectivement, je rejoins totalement ce qui a été dit juste avant, ça va aussi passer par cette formation, cette information, et donc remonter les infos, faire modifier les choses, modifier les habitudes de travail. Et donc voilà, c'est ça qu'on cherche en fait quand on comprend un événement, et souvent on y trouve une cause humaine et parfois de collaborateurs qui n'avaient peut-être pas été formés ou qui n'avaient pas compris le message à un instant T
Donc voilà, on essaye de combattre tout ça. Et vous avez connu ce genre d'événement récemment? Est-ce que c'est quelque chose qui... Par chance, nous dans le groupe Angevin, les derniers événements remontent à plusieurs années. Il n'y a pas eu de dégâts humains, mais on a eu du dégât matériel. Et en fait, derrière le dégât matériel, il y a aussi l'image, il y a aussi la perte de temps et la perte financière qui pourrait se faire. Donc par chance, pas d'accident à déplorer, de conséquences physiques, mais du dégât matériel et donc de la casse. On a une idée, Manuel, petite question supplémentaire, on a une idée du nombre d'accidents que ça représente à peu près chaque année, cette typologie d'accidents? Alors malheureusement, les chiffres que je vais vous donner sont empreints de gravité parce que remonte à l'OPP que les accidents les plus graves, voire les mortels. Malheureusement, autour de la table, on a réalisé quelques enquêtes avec certains participants et on déplore 2 à 3 ruines par an, bâtiments ou partiels de bâtiments. Et malheureusement, ça génère 2 à 3 décès de salariés. Oui. Ce sont des accidents souvent très graves, dus à la nature même de l'accident. C'est ça, parce que, comme l'a dit M. Clerc, c'est souvent des éléments extrêmement lourds, ou dans des phases où le salarié, ou aucun acteur du chantier, n'a l'idée qu'à un moment donné, ça pouvait s'effondrer. On a fait des enquêtes sur des planchers qui étaient en finalité de coulage, et on se dit, à 5 minutes près, il n'y avait plus personne sur le chantier. Malheureusement, ça arrive quand le béton termine de l'étaler, quand le salarié termine de régler un étai. Et c'est malheureusement là, et on l'a bien vu avec les interventions des différents participants, on a tous identifié des éléments, ce que j'appelle moi des verrous sécurité qui permettent aux chantiers, aux opérationnels d'avoir la garantie qu'on peut passer à l'étape d'après. Et malheureusement, quand on transige avec une de ces règles, souvent de bon sens, un étai, on ne le règle pas quand il est en charge, c'est extrêmement difficile, il y a des précautions. Les fabricants ont des notices extrêmement claires qui rappellent les modalités d'intervention sur leur matériel. Il y a les services QSE qui alertent et qui apprennent en voyant et qui remontent des informations pour les capitaliser au service de formation. Voilà, donc l'ensemble des parties prenantes ont un petit bout de la solution de la stabilisation provisoire parce que c'est un enjeu qu'on sous-estime souvent. Et malheureusement, quand on s'en aperçoit, le bâtiment est par terre ou un escalier est tombé. Et malheureusement, on peut déplorer qu'il y ait des salariés en dessous. Je voulais quand même qu'on précise parce que c'est des discussions qu'on a pu avoir, alors on va préciser, mais discussions qu'on a pu avoir quand on préparait justement le dossier pour le magazine sur ce sujet-là, c'est que ça ne concerne pas que les très gros chantiers, ni les très grandes entreprises d'ailleurs, voilà, d'où la présence de M. Clerc aujourd'hui. On peut rappeler combien de personnes dans votre entreprise? On a 10 salariés. Voilà, 10 salariés, donc ça concerne tout type d'entreprise, les petites comme les grandes, donc c'est quand même important de le préciser, c'est pas un sujet qui n'est que pour les très très grands chantiers. Un petit mot de conclusion Manuel? Improvisation, prévention, ça n'a jamais fait bon ménage. S'il y avait quelque chose à retenir, les parties prenantes sont des sachants, que ce soit les QSE, les chefs d'entreprise, les chefs de chantier, les fournisseurs, les accompagnants X ou Y. Ils ont tous une partie de la solution. Il faut, je pense, ne pas hésiter à les solliciter quand on a des questionnements légitimes. Et de temps en temps, quand on n'en a plus, et quand on n'a plus de questionnement, c'est là où il faut aussi savoir se remettre en question, faire intervenir un QSE sur un chantier alors que tout va bien. S'il n'a rien à dire, tant mieux. Et puis s'il a une petite proposition d'amélioration, on se jette dessus. Mais il faut se poser des questions, il faut écouter aussi les compagnons qui, eux, maîtrisent. Et ils ont un sens inné de ce qui est bon, ce qui n'est pas bien. Donc les quarts d'heure sécurité, les pré-job briefings, et puis échanger et surtout aussi capitaliser des erreurs, parce qu'on en fait tous. Et je suis, tous on est autour de la table, on est persuadé que l'amélioration continue, ça passe aussi par le retour d'information. En tout cas, je vous remercie à tous pour vos interventions. Merci. Je vous rappelle que sur le site préventionbtp.fr, je le rappelle à chaque table ronde, mais vous pouvez trouver tout un tas d'informations sur ce sujet et bien d'autres. Dans le magazine Prévention BTP numéro 282 de mars, il y a un dossier sur le sujet. Et dans le dernier numéro, un chantier du mois où on revient justement aussi sur ce sujet-là de stabilisation. Voilà, pour éviter la ruine. Donc voilà, plus d'improvisation avec toutes ces informations qu'on peut mettre à disposition.
Merci à tous en tout cas, c'est un bon bâtiment et merci de nous avoir regardés. Je vous donne rendez-vous demain pour d'autres tables rondes.